on est en avril, avril 73. On est. Moi, je suis né. Pierre, tu es né. On est 3 ans. C'est un groupe de parole. Oui, c'est ça, ça va être un groupe de parole. De toute façon, on voit rien. Mais c'est bien de commencer comme ça, je trouve. Ça peut. On est 3 ans après la première journée de la Terre aussi. Enfin voilà. Donc, mais sauf que à l'époque, il y avait 3 milliards 800 millions d'habitants. Voilà. Donc ça, c'était en 73. Aujourd'hui, on en est à 7,6 milliards. Et les Nations Unies, j'ai vérifié, 2050, c'est 9,7 milliards d'habitants. Voilà. Alors, c'est vrai que ce film, il nous place au cœur des enjeux qui donnent du sens à ce festival, hein, le désordre climatique, environnemental et ces effets, je ne sais pas si on peut dire ses conséquences, ses causes, ses conséquences. En tout cas, ce problème effectivement d'accès à l'alimentation et de paupérisation d'une immense partie de la population. Donc là, on est en 2022 dans le film, New York 2022. Pour vous, c'est un film qui reste un film de science-fiction ou on peut vraiment parler de film visionnaire, parce qu'on n'en est quand même pas à se nourrir de comprimés faits à partir des restes d'eau semblables. Alors, voilà, chacun d'entre vous, comment vous voyez ce film? Est-ce que Pierre Micheletti, donc je vous rappelle Pierre Micheletti quand même, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais j'ai l'impression qu'on le connaît, moi je le connais tellement bien que j'ai l'impression que tout le monde le connaît, mais c'est le cas aussi. Pierre Micheletti, médecin d'abord, ensuite dans son parcours, il est à l'origine de Médecins du Monde, il est aujourd'hui vice-président d'Action contre la faim, voilà, entre autres, mais c'est très résumé. Mais ça te va, ça comme bon. Alors, et Bertrand Swiderski, que je présentais tout à l'heure, responsable donc de tout le pôle développement durable du groupe Carrefour. Sur le programme, vous aviez vu une troisième personne qui est Perrine Hervé-Gruyère. Alors elle a beau habiter en Normandie, elle est bloquée là-bas avec les intempéries, etc. Elle est agricultrice. Je pense qu'elle a très peur de ne pas pouvoir rentrer avec le verglas ce soir, etc. Elle est désolée de ne pas pouvoir vous faire partager son expérience en matière de permaculture. Mais bon. Voilà. Donc Pierre, pour toi, est-ce que c'est un film qui reste encore une fois un film de science-fiction? Est-ce qu'on peut parler vraiment de film visionnaire? Comment tu le perçois, ce film? En tous les cas, je ne sais pas si je vais répondre frontalement à la question, mais aujourd'hui, ce qu'on peut considérer, c'est que, pour entrer dans le débat sur le positionnement d'Action contre la faim et la question de la sous-nutrition, c'est qu'on considère que il y a sont déjà produits sur la planète de quoi nourrir des denrées pour nourrir 12 milliards de personnes. 12 milliards de personnes, donc ça nous laisse encore de la marge, et que je crois que ça reste un film de science-fiction parce que donc ces denrées existent, elles sont produites au niveau mondial, et que la question qui se pose, c'est comment elles sont utilisées, comment elles sont réparties, qu'est-ce qui est gaspillé, qu'est-ce qui est détourné de la vocation première de la production d'alimentation pour faire de l'agrocarburant, pour faire des protéines animales avec des protéines végétales en produisant des céréales ou des protéines qui seront utilisées pour des élevages de volailles ou pour des élevages de bovins. Donc on n'est pas, en tout cas, dans une situation, si on regarde la planète comme un tout, où se poserait la question d'aller chercher des protéines humaines, même si dans l'équation alimentaire mondiale, un des problèmes, on y reviendra sûrement tout à l'heure, je ne vais pas être trop long, c'est qu'on produit beaucoup plus de sucre et de sucre lent qu'on ne produit de protéines, en particulier de protéines végétales dont ont besoin les enfants en cours de la croissance. Bertrand Swiderski, comment vous voyez ce film? Non, mais déjà, ce qui est quand même marquant, c'est que l'artiste a tiré un peu tous les traits que l'on connaissait déjà dans 73. Ça veut dire que
changement climatique, on voit bien, la température est haute, on voit la surpopulation, on voit déjà qu'il y avait une projection sur les 9 milliards, on voit qu'il y a déjà une projection sur l'alimentation qui va disparaître, comment va-t-on faire sur le système de boucle, se dire, voilà, c'est un morbide, mais il y a un système de boucle, etc. En fait, c'est comme si tous les enjeux qui sont maintenant du domaine du grand public existaient déjà en 73 et que l'artiste a fait un travail de composition à partir de ça. Et ça, c'est quand même déjà de se dire que, en fin de compte, on n'a pas changé depuis 73, on n'a pas réussi à tirer suffisamment la sonnette d'alarme, et que maintenant, on arrive à un point d'urgence. Donc ça, je trouve que je ne l'avais pas vu comme ça, ce film. Je l'avais vu il y a très longtemps, et je l'avais vu par épisode, et je connaissais la fin. Alors, c'est moins marrant quand on connaît la fin, c'est quand même... Il n'y a pas de suspense, mais... Globalement, il n'est pas hilarant non plus, hein, comme film. Non, c'est vrai, en effet. Mais quand vous connaissez la fin, c'est quand même beaucoup moins passionnant. Ouais. Mais le travail d'artiste, d'essayer de tirer le trait de tous ces grands phénomènes qu'aujourd'hui, nous, on connaît, je trouve que c'est remarquable. Alors, il y a le contenant et le contenu. J'aimerais bien aussi que, tout au long de notre échange, on parle aussi du rôle de l'image et du rôle finalement du cinéma et du documentaire pour porter ces enjeux-là. Mais pour commencer, je vais vous faire partager, si vous le voulez bien, une petite expérience. Il se trouve, le hasard de mon métier à Ushuaïa TV fait que j'étais la semaine dernière au Népal. Et on faisait un sujet sur les waste workers, vous savez, tous ces gens qui vivent de tout ce qu'ils peuvent trouver et recycler dans les décharges immenses à ciel ouvert qu'il peut y avoir à Katmandou. Et j'avais vu Soleil Vert juste avant de prendre l'avion, vraiment, pour préparer ce festival. Et je me suis, une fois débarqué à Katmandou au milieu de ces quartiers comme Tekou par exemple, qui sont des quartiers qui sont remplis d'immondices, remplis d'ordures. J'ai revu des images de Soleil Vert. Vous savez, on voit ces plans de mise en scène de New York comme ça. Bon. Et franchement, j'ai trouvé ça assez... télescopage comme ça entre la fiction et la réalité. Et du coup, j'ai posé la question, alors que ce n'était pas vraiment le sujet, mais j'ai posé la question à l'une de ces waste workers, ce qu'était pour elle le mot nourrir, se nourrir. Voilà ce qu'elle m'a répondu. L'équipe du festival a fait une traduction. Donc je pense que la vidéo, vous allez pouvoir la voir. C'est une vidéo iPhone, hein, mais je voulais vraiment vous faire partager ça. Se nourrir au quotidien, quel combat ça peut être. On est au Népal, à Katmandou. Donc nous sommes, pour ceux qui ne voient pas, nous sommes pauvres, nous mangeons du riz avec des lentilles dans la journée, du pain le soir. Nous sommes complètement démunis. Mon mari travaille comme waste worker et nous survivons comme cela. J'ai 3 enfants, nous sommes 5 au total. Certains jours, nous avons assez d'argent pour manger et d'autres, on s'endort sans manger. Voilà, donc cette jeune femme, elle a 26 ans, elle est belle comme le jour, vraiment. Enfin, moi, elle m'a bluffé, ça aussi. Hein, c'est quelque chose dont on parlera pendant le festival, la force des femmes pour faire bouger les lignes et pour changer le monde. Elle est venue du nord de l'Inde parce qu'au Népal, il y a possibilité effectivement de faire ce genre de boulot, de travailler dans les ordures et d'améliorer sa condition. Il n'empêche que l'insécurité alimentaire est permanente. Ça m'amène à poser la question à Pierre. Là, le thème, c'est comment nourrir 7 milliards d'êtres humains. Mais ça veut dire quoi il n'y a pas de famine au Népal, hein. Donc, entre la famine, la faim, l'insécurité alimentaire, est-ce que tu peux nous repréciser les notions ? Oui, alors on distingue déjà la malnutrition de la sous-alimentation. Donc la malnutrition, ça peut être par l'excès d'apport ou par le déficit d'apport. Et on voit que par exemple aujourd'hui, dans toute la partie nord du continent africain, il y a ce qu'on appelle volontiers la double peine. C'est-à-dire il y a toute une partie de la population qui globalement ne reçoit pas sa ration calorique chaque jour ou ne reçoit pas une alimentation suffisamment variée, entre autres en termes de protéines pour les enfants. Et à contrario, ce sont des pays Algérie, Maroc, Tunisie, sont très frappés aujourd'hui par le diabète et par les maladies cardiovasculaires, parce que, à contrario, il y a dans une certaine partie de la population
une surconsommation de ces produits. Un des aspects sur lesquels j'aurais pu réagir sur le film, où il est assez visionnaire ou dans l'anticipation, c'est la chaleur qu'il met en scène et qu'on commence aujourd'hui à pointer. Et puis, surtout, le phénomène d'urbanisation croissante. Et en vous parlant de l'Afrique, immédiatement, ça me vient à l'esprit, cette notion de ville surpeuplée qu'on voit dans le film, qui est aussi un des grands phénomènes qu'on constate aujourd'hui sur tous les continents. En tout cas, pour répondre à la question de Christine, donc la malnutrition, la malbouffe, dans un sens ou dans l'autre, et puis le défaut d'apport, la sous-nutrition, et puis la faim, quand là, cette sous-nutrition, elle commence à avoir des conséquences sur la santé, et pour ne pas être trop long encore, sur ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Pour être en sécurité du point de vue de son alimentation, quatre conditions doivent être réunies. Les denrées doivent être produites, c'est-à-dire qu'on doit vivre dans une région où ces denrées sont à portée de la main, produites ou importées. Elles doivent m'être accessibles, c'est-à-dire que je dois avoir les moyens d'y accéder à la fois financièrement. Si les marchés sont bondés mais que je suis ultra pauvre, elles ne me sont pas accessibles financièrement. Ou elles doivent m'être accessibles culturellement, c'est-à-dire que ce doit être des denrées que mes habitudes, ma religion ne m'empêchent pas d'assimiler. Le troisième critère, c'est que je dois réunir un certain nombre de conditions pour pouvoir utiliser ces denrées. Ces conditions, c'est avoir de l'eau de bonne qualité pour faire la cuisine, c'est avoir du combustible pour faire chauffer mon eau, c'est avoir des gamelles. Donc, et je ne dois pas être dans le coma, je ne dois pas être écrasé par le paludisme pour pouvoir les utiliser. Et le quatrième critère, et j'en reste là sur cette notion de sécurité alimentaire, c'est que tout ce que je vous raconte doit être avec une fiabilité sur le temps. C'est pas remplir les 3 premières conditions, un jour oui, un jour non, je remplis les 3 conditions, puis pendant 2 jours je ne mange pas, non. Ces conditions de disponibilité, d'accessibilité, d'utilisabilité doivent être réunies de façon pérenne. Et ce que tu cites, Christine, sur le Népal, à partir du moment où une personne, dans les mois qui ont précédé, reconnaît avoir été dans l'incapacité de se nourrir une journée, de se nourrir totalement une journée, elle est considérée comme un risque grave d'insécurité alimentaire. C'est la définition. Bertrand, le groupe que vous représentez est présent dans 30 pays, hein, c'est ça, je crois, 33, d'accord. Vous avez été pionnier au Brésil, en Chine aussi. Et je lisais que 53% de votre chiffre d'affaires est réalisé hors de France. Okay. Est-ce que cette position de pilier de la grande distribution à l'international, ces parts de marché que vous gagnez année après année, est-ce que ça vous confère aujourd'hui, au regard des enjeux dont on parle, une responsabilité éthique, et quelle place l'éthique joue dans l'économie, dans votre stratégie marketing, dans votre développement? Non, mais je vais revenir à cette question, mais j'aimerais juste, parce que tu as parlé un peu du Népal et de ton expérience, notamment vis-à-vis des plastiques, etc. Ce qui m'a intrigué dans le film, et que j'avais jamais vu, c'est que, en fait, on ne voit pas le sujet des plastiques. On le voit très peu. Ça veut dire que dans le sujet soleil vert, effectivement. Dans Soleil vert, on voit, quand vous voyez une rue, vous voyez des papiers. Quand vous voyez une usine, vous voyez des cartons. Et le plastique, on le voit à un moment, c'est quand ils ont besoin de remplir de l'eau, quand ils ont besoin justement de... En fait, il est très peu présent, le plastique. Et c'est-à-dire que l'enjeu, en 73, l'enjeu du plastique qui est planétaire aujourd'hui, il n'était pas du tout dans les radars. Donc l'enjeu du changement climatique, l'enjeu de l'alimentation, la surpopulation, tous ces enjeux-là étaient présents dans les radars, l'enjeu du plastique n'était pas présent. Et c'est vrai que cet enjeu-là, on doit tous avouer que les distributeurs, les industriels, etc., les 50 dernières années, on a démocratisé l'utilisation du plastique. Ça a été un outil très utile. Ça a été un grand développement. On a toujours eu le réflexe plastique. Et aujourd'hui encore, regardez bien autour de vous, dans votre vie, on a toujours ce réflexe plastique. Il est omniprésent. Et notre gros challenge, pour répondre... Et vous voyez bien qu'en l'espace de 2 ans, souvent dans des conférences, je montre un concombre, vous savez, un concombre emballé dans du plastique. Il y a 3-4 ans, ce même concombre, si je le montrais, personne... Voilà, c'est un concombre, quoi. Aujourd'hui, on ne voit que le plastique. Hein, si je montre les bananes bio chez nous, dans un sac plastique, tout le monde trouve ça hallucinant qu'il y ait du plastique.
Et en l'espace de 2 ans, il y a eu une prise de conscience complètement dingue sur l'enjeu du plastique dans le monde. Ça, c'est important de le comprendre. Alors après, pour répondre à ta question, est-ce qu'un groupe de distribution qui fait partie de l'histoire de ces 50 ans, hein, et qui a aussi contribué à l'arrivée de ce plastique, mais aussi à la démocratisation de la nourriture, et à la sécurité alimentaire, etc., comment un groupe comme nous peut se réinventer et peut faire face aux nouveaux enjeux? C'est ça le cœur du sujet. Et je pense que des entreprises, et on n'est pas la seule, hein, nous Carrefour, de réfléchir à comment une entreprise, dans son développement, elle peut contribuer à un nouveau développement. Elle peut peut-être changer la donne. Elle a réussi, je dirais, à faire là où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je pense que si on évoque par exemple le Népal, des pays où en effet la sécurité alimentaire n'est pas garantie, nous on a connu les débuts de la Chine, dans laquelle la sécurité alimentaire était un défi de tous les jours. Aujourd'hui, on voit qu'on apporte de la sécurité alimentaire, on apporte des denrées alimentaires, on arrive à apporter tout ça. Donc il y a un bien et il y a un revers de la médaille. Et je pense que maintenant, ce qu'on a à construire ensemble, maintenant peut-être de manière beaucoup plus collective, on a à construire un autre monde. Un monde dans lequel, en effet, il y a peut-être plus d'équilibre, plus d'éthique. Et c'est ce à quoi on s'emploie. Et c'est la raison pour laquelle, chez Carrefour, on a lancé un programme de transition alimentaire pour tous. Mais ce programme, je répète, c'est pas la volonté d'un groupe industriel de changer le monde. C'est la volonté de créer un élan collectif avec beaucoup de monde pour essayer de trouver une autre voie de développement. Donc oui, une entreprise, une entreprise privée, si elle a des valeurs, si elle veut essayer de prendre une autre direction, oui, elle peut réussir à structurer les marchés. Vous parlez très rapidement du Brésil, tu parles du Brésil. Quand on arrive au Brésil, on construit les filières, on construit la sécurité alimentaire, etc. Et maintenant, on se pose la question des déchets. Donc comment, dans ce monde qui était géré il y a 5-6 ans par des petits métiers du déchet, une économie informelle, comment nous on arrive à organiser la gestion des déchets, à être un acteur qui peut-être recrée des cycles du carton, des cycles du papier, peut-être plus courts, etc. En ce moment, c'est un peu nos sujets au Brésil. Même si cette gestion des déchets mieux intégrée que vous pourriez mettre en place va priver des dizaines, des centaines de milliers de waste workers de travail. Mais je ne voudrais pas changer de sujet. On est sur l'alimentation. C'est vrai que c'est un thème qui me tient à cœur en ce moment, mais qui est un thème évidemment central. Là, revenons à notre débat, l'accès à l'alimentation. Vous savez, Christine, l'accès à l'alimentation et le plastique et son emballage, ils sont intimement liés. Ça veut dire que si on a réussi à gagner en sécurité alimentaire, si on a réussi à transporter, etc., c'est parce qu'on a créé l'emballage. Donc il faut maintenant trouver un autre moyen. C'est ça qui est difficile. Ce à quoi on a à faire face maintenant, parce que on parle de sécurité alimentaire, hein, et cet emballage a été très utile. Donc maintenant, emballage. Réaction de Pierre sur ce thème-là, puisque c'est vrai que c'est le lien entre emballage et alimentation dans la sécurité alimentaire. Oui, enfin, je n'ai pas de réaction particulière. Ça fait partie des conditionnements qui ont aidé avec la chaîne du froid, etc. Donc pas plus de réactions que ça. Ok. Alors, je voudrais bien que vous m'aidiez à passer la deuxième vidéo de cet échange, qui est celle de la campagne d'action contre la faim cette année, qui permet quand même de mettre en lumière certains clichés dont on parlait tout à l'heure dans l'introduction. Le problème de l'accès à la nourriture, c'est pas seulement un problème de quantité ni de nombre de populations à nourrir. Regardez cette vidéo. Savez-vous que le changement climatique, la guerre, les inégalités de genre, les épidémies sont responsables de la faim dans le monde? La faim n'est pas simplement due au manque de nourriture, ni au nombre d'êtres humains sur Terre. Oubliez les clichés. Nourrir, ça veut dire soigner. Ça veut dire faire la paix. Ça veut dire s'engager. Action contre la faim, c'est bien plus que nourrir. Pierre Micheletti, pourquoi avoir choisi d'infléchir comme ça votre plaidoyer, de changer vos éléments de langage, votre message? Parce que je pense que l'association est mûre maintenant et le public aussi pour qu'on sorte du schéma dans la relation avec les donateurs du sac de riz sur l'épaule. Donc si on prend un des programmes assez emblématiques d'action contre la faim qui est
enfin de ce que j'ai visité, qui est le programme au Tchad, par exemple, tu t'y es rendu. C'est assez emblématique des positionnements actuels d'Action contre la faim, c'est-à-dire qu'on a dans ce pays un certain nombre d'activités qui vont depuis l'aide avec des ingénieurs agricoles ou agronomes aux petits agriculteurs pour les aider à faire évoluer les choix des cultures qu'ils utilisent sur fond de réchauffement climatique, utiliser des variétés moins consommatrices d'eau parce que la réalité climatique fait que. Donc tout un volet de soutien aux agriculteurs et aux éleveurs, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, dans bon nombre de pays, en particulier dans la zone sahélienne, ce qu'on présente volontiers comme des conflits tribaux ou des conflits d'essence religieuse sont des conflits émergents entre agriculteurs sédentaires et pasteurs. Et c'est vrai, il s'avère que souvent, dans cette région, les pasteurs sont plutôt de religion musulmane et les agriculteurs sédentaires, souvent des populations chrétiennes, et dans des espèces de raccourcis, on présente quelquefois ces conflits comme de nature religieuse, ce qu'ils ne sont pas. Donc, pour en revenir au Tchad, ce volet de soutien à l'agriculture, aux pratiques agro-pastorales, etc., de la surveillance de brusques ruptures alimentaires au moment de ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire quand une famille d'agriculteurs termine ses stocks de la récolte précédente et s'apprête à récolter la nouvelle donne. Donc il peut y avoir à ce moment-là un gap qui fait qu'il faut apporter une aide sur le mode, une bonne surveillance et une aide sur le mode de l'urgence, et puis des programmes plus spécialisés pour les sous-nutritions aiguës sévères, où on a des tableaux d'enfants faméliques et qui sont à ce moment-là, là où l'association se positionne dans des soutiens aux services hospitaliers avec des équipes spécialisées en pédiatrie qui vont faire une nutrition parentérale ou par voie veineuse à ces enfants. Et puis, d'où aussi le visuel que vous venez de voir, il y a, surtout en zone de guerre, quelque chose auquel on ne pense pas spontanément, c'est que les situations de conflit, en perturbant en particulier, enfin, les jeunes parents et en particulier la mère, fait que dans un certain nombre de situations de psychotrauma, il y a une négligence de la mère à l'égard de l'enfant qui est due à ce psychotrauma. Et donc, on a un certain nombre de programmes qui sont destinés à repérer ces femmes qui sortent de périodes où elles ont fui, où elles ont perdu des enfants, un mari, des parents, et qui, parce qu'elles sont dépressives, vont rentrer dans une forme de négligence des enfants, quand bien même on leur donnerait les moyens de les nourrir, etc. Donc aujourd'hui, tout un volet de nos actions sont autour de cette relation mère-enfant quand on repère ce type de problématiques, en particulier dans les camps de réfugiés. C'est vrai juste pour compléter, on a suivi les équipes d'action contre la faim sur le terrain autour du bassin du lac Tchad. Et c'est vrai que de voir ce passage de l'urgence au développement avec des populations entières de réfugiés qui s'accrochent aux ONG parce qu'il y a un abandon de l'État qui est absolument phénoménal. Hein, bon. Et l'autre chose qui est très... Tu parlais des mères et des femmes, etc. Alors effectivement, des femmes qui sont mortes de l'intérieur. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, ça. C'est-à-dire qu'elles restent vivantes, elles sont debout, mais à l'intérieur... elles n'ont plus la capacité de nourrir, mais au sens large, pas seulement donner le sein, c'est voilà, de nourrir. Et à l'inverse, il y a une capacité pour un grand nombre de populations d'une résilience absolument phénoménale et sur laquelle s'appuient d'ailleurs beaucoup des ONG comme Action contre la faim pour faire passer les messages de l'assainissement, de l'hygiène, etc. Et là, la vie repart. Et donc nourrir, c'est aussi tout ça. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu filmer et ça se voit tellement à l'image. Voilà. Bertrand Swiderski,
on parlait donc de votre rôle à l'international, etc. Ce qui nous intéresse en tant que journaliste depuis qu'on vous suit, c'est que depuis 1998, vous avez accepté, enfin le groupe a accepté d'être challengé par une ONG qui s'appelle le WWF, qui est devenue votre partenaire, avec comme mission de faire en sorte de vous aider à limiter vos impacts environnementaux. Comment ça s'est passé, cette entrée en partenariat? Pour quelles raisons? Des raisons de communication? Votre action à vous? Enfin, comment ça s'est Non, au tout début, ce qui s'est passé, donc là on remonte à 98, hein, donc ce qui s'est passé, c'est que Carrefour a eu des pionniers qui ont cru à une nourriture différente de celle qu'on proposait à l'époque. Et donc se sont battus contre les OGM. Donc se sont dit non, jamais chez Carrefour, nous ne vendrons des produits issus d'OGM. Alors, beau combat, faux combat. Aujourd'hui, on est critiqué sur ce combat. On a 50% des gens qui pensent qu'on a raison, 50% des gens qui pensent qu'on a tort. On l'a gardé, ce combat. Et c'est ce qui a construit la relation avec le WWF au tout départ. Et le WWF nous a beaucoup aidé dans les années 2000, 2005 à construire une vision. Une vision à se dire, voilà, vers quoi on doit aller. Vous devez aller vers la pêche durable, vous devez lutter contre la déforestation, vous devez lutter contre le gaspillage alimentaire, mais un peu avant tout le monde. C'est-à-dire que d'entrée, c'est creuser un sillon d'une voie pour Carrefour. Je pense il faut aujourd'hui qu'on rende un peu hommage à ce travail des pionniers qui fait que si aujourd'hui, nous, on est capable de lancer un projet d'entreprise maintenant qui s'appelle Act for Food, si on est capable de lancer ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce sillon creusé par les pionniers, de ceux qui ont construit une nouvelle agriculture. Vous savez, déjà dès 2002-2003, on parlait de la suppression des antibiotiques dans la nourriture, on parlait de la suppression des pesticides, les OGM. Quand on est arrivé au Brésil, justement, vous imaginez, pays de l'OGM, on arrive et on demande une nourriture sans OGM. Tout ça, ça existait déjà. Et c'est vrai que le partenariat WWF là, a été fructueux, mais aujourd'hui, on vit autre chose. Aujourd'hui, on vit une multitude d'ONG. Nous sommes challengés par une multitude d'ONG. Ça fait 3-4 ans, moi ça fait 6 ans que je suis à cette fonction, ça fait 3-4 ans, 5 ans qu'on dialogue avec beaucoup d'ONG. Il n'y a plus que le WWF. Et ce qui est difficile aujourd'hui, je dirais, c'est de choisir ses combats. Chaque ONG porte un combat, et chaque ONG vient vous voir. Et des combats sont parfois contradictoires. Et donc, non, mais il peut y avoir des désaccords entre ONG. Entre Greenpeace et WWF, on peut avoir des désaccords. Dans quel domaine, par exemple? La pêche. La pêche. La pêche, dans le domaine de la pêche. Donc, tu as animé une séance où vous mettez difficilement deux ONG les unes à côté des autres sur un même thème et partageant la même vision. Pourtant, vous, en tant que au cœur du territoire et dans votre métier, vous devez prendre une décision pour le lendemain. Donc, quel poisson je peux pêcher et je peux vendre, c'est pour le lendemain. Donc, on est arrivé dans un monde beaucoup plus complexe où seul le partenariat avec le WWF ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on soit ouvert sur l'ensemble des ONG. Puis pour revenir un peu, nous, c'est vrai que les problématiques d'action contre la faim, nous, on les connaît via la Fondation Carrefour, avec le don alimentaire, mais ça reste aussi des actions que l'on mène dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Et nous, on s'adresse quand même plutôt à des personnes sur l'aspect transition alimentaire, à des personnes qui ont déjà les moyens d'ouvrir la porte d'un magasin. Donc c'est que je pense qu'il faut déjà réussir à avoir le courage ou la possibilité d'ouvrir la porte d'un magasin, et c'est nous où après on rentre en jeu pour proposer une alimentation différente. Alors peut-être que la passerelle, ça c'est intéressant que tu me tendes la perche comme ça, parce que effectivement les gens qu'on a croisés au Népal ou ceux dont on parle au Tchad, jamais ils iront dans un carrefour, ça c'est clair. Mais on peut peut-être revenir un peu chez nous de ce que c'est pour quand même toute une part de la population française de ne pas avoir accès à une nourriture régulière, équilibrante pour les enfants, etc. etc. Donc j'aimerais qu'on parle aussi des actions qui sont menées contre le gaspillage alimentaire et la redistribution aux associations. On n'est pas mauvais en France, hein. Il y a quand même des mesures qui ont été prises en 2016. Est-ce que comment tu les vois, l'impact de ces lois qui ont été adoptées? Positivement, c'est-à-dire que les textes de loi ont fait qu'aujourd'hui, en particulier la grande distribution, on ne peut pas rendre impropre à la consommation des quantités qui étaient très importantes jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est plus possible, donc ça, on le voit. Et
pour connaître les pratiques de certaines grandes surfaces avec les restos du cœur, etc. Bon, donc ça va dans le bon sens. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la réaction de Bertrand, c'est que il y a une forme de rationalité aussi de grands groupes vis-à-vis de ces évolutions, parce que je pense que vous êtes des acteurs sociaux, et vous êtes des acteurs économiques, mais des acteurs sociaux comme les autres, et que vous savez très bien qu'aujourd'hui, la sensibilité de l'opinion publique est très forte sur ces questions. Donc comme les grandes entreprises sont aussi gouvernées par des gens rationnels, entendant cette demande sociale, je pense que l'adaptation, elle a quelque chose d'inéluctable aujourd'hui. Enfin, moi, qui ai un âge où je n'ai pas baigné dans l'écologisme quand j'étais jeune, mais comme observateur de mes étudiants au fil des années, je vois bien que, en particulier ces 10 dernières années, il y a une profonde évolution sociale et appétit des étudiants pour ces questions. C'est-à-dire à tel point que j'ai dû infléchir mes cours pour tenir compte de ces sensibilités, parce que beaucoup de jeunes gens qui viennent dans le master que je dirige, ils viennent pour une part pour faire de l'action humanitaire, on va dire un peu traditionnelle, mais beaucoup pour s'engager sur un certain nombre de problématiques environnementales. Et donc mon rôle, c'est d'entendre cette demande sociale aussi, et puis de les préparer. Donc je fais intervenir aujourd'hui des gens comme le WWF ou comme Bloom, qui est un partenaire turbulent. Voilà, donc on constate. Bloom, vous savez tout ce que... C'est une des ONG qui contribue à lutter contre la pêche illégale, à préserver les océans, etc. C'est ça, hein? Non, mais Claire Nouvian, ce qu'elle a, et ce que je reconnais comme qualité, c'est qu'elle mène un combat très précis. Par exemple, elle nous dit, elle crie haut et fort qu'il faut arrêter la pêche de grand fond. Et donc pour nous, je dirais que ça rentre bien dans les cases, parce que vous avez quelqu'un qui vous dit arrêter la pêche de grand fond, c'est destructeur. Donc vous avez à regarder un peu les tenants, les aboutissants. Vous interrogez du monde, certes, vous arrivez toujours à 50% qui pensent que c'est vrai, 50% qui pensent que c'est faux, et vous allez prendre une décision. Donc on a pris la décision suite à son travail, on a pris la décision d'arrêter toute la pêche de grand fond chez Carrefour, parce que c'était justifié. On a senti que c'était justifié. Mais c'est vrai que la réalité, elle est que quand on a pris la décision, c'était un lundi à 15h. Le lundi matin, j'ai téléphoné à 2-3 ONG et des instituts français, et on m'a dit que c'était une erreur. Donc en fait, le monde, il n'est pas si simple. Hein, je pense que vous vivez ça au quotidien. Le monde, il est plat, blanc et noir. Donc, mais je pense que les combats de Claire sont toujours très légitimes et très documentés. Et c'est ce qui fait vraiment sa force. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a une écoute au sein de la communauté, et je pense qu'aussi de la communauté d'entreprises privées. Alors Claire Nouvian, qui, vous avez vu, hein, c'est aussi rapproché de Raphaël Glucksmann et de tout ce mouvement Place Publique, hein, qui veut redonner à l'opinion publique et à la mobilisation citoyenne un rôle politique aussi maintenant. Donc voilà. Mais quel lien il peut y avoir entre le fait de créer de nouveaux labels dans vos grandes surfaces, par exemple, ou d'afficher des indicateurs de surveillance de la pêche illégale pour le consommateur, et le combat que toi tu mènes à l'international pour un plus grand accès des gens du Tchad ou du Népal ou de d'autres pays dans le monde à la nourriture? Est-ce qu'il y a un lien finalement entre ce changement des... Oui, parce que une part de la surpêche ou de la question qui vient d'être évoquée sur la pêche en eau profonde, elle est directement corrélée aux pratiques et aux modes de consommation des sociétés les plus riches. Enfin, il faut être clair. Donc, la surexploitation maritime est un bon exemple, parce que c'est une source qui, sur la planète, au niveau de la planète, représente au moins 10% de l'apport de protéines de la population mondiale. Ces protéines dont je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient fondamentales, en particulier dans les premières années de vie. Donc il y a un certain nombre de pays, en particulier en bordure maritime, pour qui ces denrées alimentaires sont absolument cruciales en termes d'apport protéique. Et donc, il est évident que si on a des bateaux-usines, pour prendre un exemple historique très connu, qui font la côte ouest africaine
entre le Sénégal, la Mauritanie, en exploitant des quantités astronomiques de protéines de poissons pour les transformer immédiatement en farine de poisson pour alimenter le bétail européen ou nord-américain. Il y a une espèce de non-sens là. On marche sur la tête. Et je digresse un peu, mais ça vous permettra après de revenir sur un sujet ou sur un autre. Pour vous dire comment souvent on réduit des éléments de la complexité à des schémas un peu simplificateurs. Si on prend la question de la piraterie maritime, sur la Corne de l'Afrique, par exemple, au large de la Somalie, elle existe, cette piraterie. Elle a des mécanismes divers et variés, mais elle repose historiquement en partie aussi sur la surpêche intensive qu'il y a eu sur ces côtes. Et que donc toutes les populations des villages de certaines parties de cette corne de l'Afrique, eh bien, les gens sont dans des logiques de survie et ils ont cherché à développer des activités qui leur permettent de faire vivre leur famille. Et donc, ce qu'on présente volontiers comme une piraterie maritime, là encore, qui reposerait exclusivement sur un radicalisme religieux, ce n'est pas le cas. C'est plus compliqué que ça. Ça utilise quelquefois les ressorts de la religion, mais ce sont d'abord et avant tout des stratégies de survie d'une partie de la population. Après, plus ou moins manipulées par le politique, par un tas de choses, mais voilà, pour dire que les choses sont intriquées. Cette notion de la faim à l'origine des conflits. Non, mais d'abord, on vit sur la même planète, hein, donc les ressources, si on les gaspille d'un côté de la planète, les ressources maritimes, elles les gaspillées pour la planète complète. Donc ça, c'est mathématique. Regardez le thon. On parle de la pêche. Regardez le thon, il n'est pas pêché sur nos côtes. Hein, donc même si les usines de conserverie sont sur les côtes françaises, bretonnes, le thon est pêché dans tout l'océan Indien. Regardez qui n'a pas une boîte de thon ici dans son placard. Regardez et qui regarde vraiment ce qui est écrit sur la boîte de thon. C'est compliqué, ce marché, c'est énorme, c'est mondialisé, c'est partout dans le monde. On en trouve de moins en moins. Il y a des phénomènes de piraterie, il y a des phénomènes de pêche illégale. Oui, le consommateur, en faisant le choix d'une boîte de thon, peut transformer la pêche, rendre des populations moins dépendantes, etc. Aujourd'hui, nous, on a sorti une seule référence de thon pêché à la canne. Donc, c'est des pêches qui sont moins intensives et qui rémunèrent mieux les pêcheurs. Mais on a une référence. Et on a du mal encore à transformer tout le marché. On a un thon qui est aussi certifié. Mais vous voyez, il y a des démarches qui sont naissantes, mais il faut que le consommateur fasse le bon choix. Et vous parlez de citoyens, acteurs. C'est ce consommateur, en faisant le bon choix, qui va transformer le marché. Et qui va pouvoir agir sur les populations les plus fragiles. Mais il ne faut pas aller chercher uniquement dans le thon. Regardez le cacao. Vous savez très bien qu'il y a des populations qui cultivent le cacao et qui n'ont jamais goûté de chocolat. Et voire même qui ont oublié la culture vivrière. Ça veut dire qu'ils vivent dans un monde où ils cultivent le cacao, ils vendent le cacao, et après, ils ne cultivent pas pour eux. Ils sont rentrés dans un marché juste économique. Et c'est là où le commerce équitable, et toutes les démarches de commerce équitable, je pense que beaucoup connaissent le label Max Havelaar ou d'autres labels, le commerce équitable doit recréer au sein des communautés une culture vivrière, une autosuffisance en nourriture, pour après pouvoir vivre économiquement avec des revenus issus du commerce. Mais vous avez ça, regardez l'huile de palme, regardez tous les marchés mondialisés. Là-bas, beaucoup de produits de base de la nourriture, le soja, sont issus de productions agricoles qui sont aujourd'hui mondialisées. Alors comment vous gérez le truc? Parce que donc vous êtes engagé dans ce processus de zéro déforestation importée, hein, c'est bien ça, d'ici 2020. Ça veut dire qu'à terme, vous allez supprimer de vos rayons tous les produits, y compris le Nutella ou de ces produits-là qui sont à l'origine produits avec de l'huile de palme. Là, vous êtes sur un sujet justement très intéressant. Bien sûr que personnellement, je ne consommerai pas d'huile de palme, moi, parisien, français. Quand vous allez de l'autre côté de la planète, vous allez en Indonésie. En Indonésie, ils vous disent, mais attendez, pourquoi vous bénissez l'huile de palme, qui est une de nos premières sources de revenus? Vous nous empêchez à nous de cultiver, d'étendre nos terres de culture, déjà pour en vivre et pour vivre de l'huile de palme, alors que vous avez déjà tout rasé chez vous, vous n'avez plus de forêt. Sous quel droit, vous, les consommateurs, les consommateurs des denrées du monde, vous nous dictez un peu les lois chez nous et vous nous interdisez
de produire. Donc vous voyez, c'est assez complexe comme problématique. Alors, on fait des choix qui sont, vous avez raison, des choix qui sont sociétaux. C'est-à-dire que, oui, toute l'huile de palme que l'on importe, il faut qu'elle soit certifiée, qu'elle soit garantie absence de déforestation, qu'elle permette aux populations d'en vivre. Et puis c'est vrai qu'il faut se passer, quand on le peut, nutritionnellement, quand le produit le permet, il faut s'en passer de l'huile de palme, parce qu'on peut se passer de cet import-là, et on peut peut-être trouver une huile beaucoup plus proche, produite localement. Et tout ça en surveillant bien que l'impact et environnemental et l'impact social n'est pas accru. Quel point de vue, Pierre, tu as sur ce décalage en fait de... Non, je crois que les agriculteurs, ils sont comme les industriels, ils sont rationnels. Si je suis père de famille afghan, que je produis 1 kilo de pavot à $500, ben je vais faire du pavot plutôt que de faire du blé d'altitude à $1. Si je suis un paysan colombien, pour parler de pays que je connais, eh bien, je vais préférer faire de la feuille de coca plutôt que de faire du maïs, parce que je ferais mieux vivre ma famille avec de la feuille de coca qu'avec du maïs. Et puis, pour en avoir un peu discuté avec eux, un paysan, il est sensible à deux choses. Bon, adossé à la survie de sa famille, au revenu qu'il va tirer de ce qu'il cultive, de ce qu'il produit, et au circuit de commercialisation. Qu'est-ce que vous disent les paysans colombiens? Ils vous disent, moi, quand je faisais du maïs, une fois sur deux, la route était coupée, je perdais la moitié de ma réserve qui pourrissait dans de mauvais silos à grains. La coca, il peut y avoir une tempête, les avions, ils se posent la nuit pour venir chercher la marchandise. Ils sont rationnels. Donc, c'est aussi la question de la régulation des marchés internationaux. Si demain, on payait les agriculteurs pour les produits qu'ils produisent de façon concurrentielle, ils arrêteraient de faire de la coca ou du pavot. Ils arrêteraient de faire des pratiques qui sont nuisibles, mais ils y sont pour une large part poussés. Le pavot qui est cultivé en Afghanistan, il alimente quand même 95% du marché de l'héroïne mondiale. Et même les États-Unis, au plus haut de la guerre d'Afghanistan, quand il y avait 140 000 hommes avec des satellites qui étaient capables de lire des plaques minéralogiques d'une voiture dans la rue, ils n'ont pas réussi à supprimer la production de pavot. Hein, donc c'est parce que le marché crée ces prix qu'il est alimenté, quelles que soient les conditions, la conflictualité, etc. Il y a un doc qui a failli être présenté pendant le festival et qui n'est pas encore sorti en France, qui s'appelle Food Evolution, qui remet en cause un certain nombre de dogmes et de clichés, notamment autour des OGM. Alors effectivement, il est très iconoclaste parce qu'il laisse entendre qu'il peut y avoir des OGM vertueux, qu'il peut y avoir effectivement des OGM qui peuvent pallier les situations alimentaires dans lesquelles le dérèglement du climat met une partie de l'humanité. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je veux bien réagir sur une... Alors, je ne suis pas très connaisseur de tout ça, et puis des circuits commerciaux, etc. Mais pour l'avoir vécu, cette émergence des OGM en Amérique centrale, quand je travaillais au Guatemala, j'ai vu apparaître, jeune médecin, les premiers plants de maïs OGM, qui étaient présentés comme la manne qui allait permettre de tripler les volumes produits, de protéger les cultures naturellement par des insecticides injectés et donc dans des zones de déforestation récentes, protéger de la vermine, etc., etc. Mais ce que j'ai constaté assez vite comme simple observateur et pas du tout techniquement pointu sur ces questions, c'est que le contre-coup était que les agriculteurs devenaient totalement dépendants des approvisionnements en graines génétiquement modifiées. Et que donc, si demain, pour une raison X, tel industriel souhaitait multiplier par 3 le prix de ses semences, eh bien l'agriculteur, il était totalement dépendant. Ce qui est d'ailleurs, pardon d'insister sur l'Afghanistan et l'héroïne, mais c'est aussi ce qui se passe, c'est-à-dire que les agriculteurs afghans produisent du pavot, mais comme ça leur rapporte beaucoup, ils sont prêts à prendre des risques et ils s'endettent beaucoup pour payer des produits phytosanitaires
qui vont préserver les plants de pavot des différentes maladies, etc. Mais ils sont tenus par le coup, parce que du coup, il faut qu'ils remboursent ceux qui les alimentent en produits phytosanitaires. Et si jamais on est dans des environnements ultra violents, donc il y a une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a entraînés à produire ces cultures à fort rendement économique, on a en même temps induit une forme de dépendance soit aux semences dans le cas des OGM, soit aux produits phytosanitaires dans un certain nombre de cultures illégales qui rendent les agriculteurs totalement dépendants d'un certain nombre de circuits d'approvisionnement. Ça, je confirme. Parce que souvent, quand on parle d'OGM, on montre des expériences assez hallucinantes de ce que peut faire l'OGM, détecter des mines antipersonnelles, etc. Mais ça, c'est rien par rapport aux 95% des OGM qui sont exactement comme vous l'évoquez, qui sont un couple entre une semence et un produit de traitement. Et que ce couple, il change tout le temps. Et donc, je connais bien le marché du coton bio en Inde, qui est en train de se paupériser pour les producteurs qui ont utilisé l'OGM. Et donc, on est en train d'essayer de trouver un coton bio, justement, lui, sans OGM, qui va faire que le producteur puisse en vivre, puisse rentrer dans un cycle plus vertueux. Et ça va prendre du temps. Parce qu'on vient de plusieurs années de coton OGM qui ont paupérisé les populations producteurs. Donc je confirme, cette situation, elle est sur le terrain la réalité d'une paupérisation liée au couple OGM, produit de traitement. Ce n'est pas uniquement l'OGM. Alors par contre, je ne me prononcerai pas sur techniquement, est-ce que si on mange des OGM, c'est dangereux? J'y connais rien. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est ce problème économique de l'introduction de l'OGM dans le monde du vivant. Et cette perte de biodiversité qui en fait nécessite des traitements créés par l'homme. Et c'est cette dictate humain qui fait qu'on ne voit pas la fin et on ne voit pas l'issue finale pour nourrir l'ensemble du monde. Mais est-ce que, en dehors effectivement de cette dépendance à l'égard de la technologie, ce statut d'apprenti sorcier, est-ce qu'il n'y a pas aussi la spéculation, la finance, pour employer, et qui fait que les produits bio, censés être effectivement vertueux pour l'environnement et pour l'homme, puissent être aussi devenir à terme néfastes parce que soumis à la spéculation aussi? Non, c'est très différent. Le produit bio, son mode de culture. Donc bien sûr que nous, on essaie de développer énormément le produit bio, un produit bio accessible. Donc on fait une croissance importante parce qu'il y a une demande à la société. Mais donc le produit bio, lui, a un avenir parce que quand il est plus sain, c'est clair, mais il est aussi beaucoup plus sain dans son mode de production. Et circuit court, pas uniquement circuit court, parce que son mode de production, respectant la biodiversité, interdisant certains produits, etc. Mais regardons le bio comme une étape. Donc, toute la difficulté de notre métier, c'est de voir, mais dans 5 ans, 10 ans, que mangera-t-on dans 5 ans, 10 ans? Le bio n'est qu'une étape. Derrière le bio, vous avez, malheureusement, notre collègue n'est pas là autour de nous, mais vous avez d'autres modes de production qu'on appelle des labels Déméter, qui sont de la permaculture. La permaculture, tout le monde... Non? Je sais pas. Bon, alors Bertrand, tu nous... Non, la permaculture, imaginons des modes de production. Alors en France, la permaculture à la française sont des modes de production dans lesquels il n'y a pas d'intrants, il n'y a que des sortants. Ça veut dire que tout est dans un cycle naturel. On peut pas imaginer d'avoir une seule monoproduction. Donc on est dans un cycle naturel. On ne fait rentrer rien, aucun produit de traitement. L'eau, on la récupère sur place, on produit des racines, etc. C'est le mode le plus abouti de retour à un mode de production naturelle. En France, on essaie de nous dire qu'il existe un modèle, un hectare, un SMIC, une personne. Moi, je suis allé en Espagne, à Séville. Donc l'Espagne est quand même diabolisée dans le monde du fruit et légumes quand on est français. Comme par exemple les Français diabolisent le vin italien, qui est très bon, mais voilà. Moi, j'ai été très étonné de voir à côté de Séville un producteur allemand qui a transformé 240 hectares de production entièrement en permaculture. C'est-à-dire que il a hérité de surfaces agricoles et il a mis du relief d'abord. Il a créé des réserves d'eau, etc., etc. Et puis après, il s'est dit, il a planté en fait une herbe qui permettait, je l'ai visité au mois de novembre, donc vous voyez, à Séville, au mois de novembre, il n'a pas plu depuis février-mars, et c'était trempé. Ça avait capté la rosée. Et là, vous rentrez dans une jungle dans laquelle vous avez des mangues, vous avez des olives, et tout est mélangé.
Et vous avez une genre d'un écosystème rétabli sur 240 hectares. Donc ça, c'est possible. Donc ça s'appelle la permaculture, les modes de production Déméter, avec les mêmes, et là pour revenir à votre question financière, la même rentabilité qu'un mode de production classique sur 240 hectares, avec un investissement humain beaucoup plus important, mais une même rentabilité. Et donc vous voyez que la spéculation financière peut créer aussi ça. Et c'est ça qui est derrière le bio. Et ce qui est derrière le bio aussi, il faut s'en rendre compte, et je pense que tout le monde le voit un peu déjà en France, c'est le flexitarisme, le véganisme, le développement de modes de consommation beaucoup moins liés à la protéine animale. Hein, et c'est la raison pour laquelle, là aussi, la finance dont vous parlez a besoin de diriger ces investissements. Est-ce que j'étais hier à un colloque sur les produits de traitement des végétaux qui sont biologiques. On n'a pas investi beaucoup en recherche là-dedans. On est un peu en retard. On est un peu, vous savez, les semences paysannes, vous avez vu qu'on les a laissées, etc. On a essayé de les sortir, mais c'est pas facile. Parce que la recherche ne se focalise pas là-dessus. Donc on a besoin de la finance pour rechercher ce dont on aura besoin demain. Le véganisme va nécessiter d'autres modes de consommation. On va avoir besoin de recherche et de développement pour réussir à faire du boulgour, pour réussir à le produire le plus localement possible. Vous savez, moi, il y a 5 ans, comment ça s'appelle la graine là, qui vient du Chili, le quinoa. Il y a 5 ans, le quinoa, c'était directement Chili. C'était importé du Chili. Même notre quinoa équitable. Le quinoa est fait en France, maintenant. Le quinoa, il y a du quinoa français. Le soja que l'on consomme, que le végétarien consomme, le soja vient de France, là, maintenant. D'accord ? Donc, on réintroduit le soja en France, alors que tout le soja venait du Brésil. Donc, vous voyez, et ça, on peut réussir seulement si la recherche, si le monde de la finance comprend que c'est là qu'il faut aller. Donc, j'aurais tendance à dire que si j'ai quelqu'un qui peut piloter des financements, arrêtons de financer l'OGM. Ça sert à rien, ça va nous paupériser et ça, c'est pas ce qui va nourrir le monde. Finançons un autre mode de culture avant-gardiste qui est la permaculture, les produits véganes, la capacité à ressortir des anciennes graines et à les reproduire le plus près de nous et le plus près des lieux de consommation. Bien, allez, à vous de jouer un petit peu. Opposé. Est-ce que vous avez des questions, peut-être c'est parti. Monsieur Wigarski. Alors, juste, peut-être vous présenter, voilà, comme ça. Oui, je suis Florence Morgan, je suis en charge du développement durable au sein du groupe Vive. Voilà, c'est un groupe qui a plusieurs métiers, assurance, réseau de soins et depuis hier officiellement habitat social. Et est-ce que vous pensez avoir une action militante et influençante sur le gouvernement pour l'interdiction de la vente de semences paysannes, justement ? Vous avez vu notre campagne sur les semences paysannes ? Non. On a lancé une campagne qu'on a appelée le marché interdit. Et on a défié un peu le gouvernement, en quelque sorte, en commercialisant les produits issus des semences paysannes dans nos magasins. Donc dans nos magasins aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle marché interdit, vous pouvez aller sur Internet. On a défié un peu en allant voir les producteurs de Bretagne qui conservent les semences paysannes, en leur demandant de produire. Et de leur production, on leur achète l'intégralité et on la vend dans nos magasins. Tout ça pour faire vivre les semences paysannes, etc. Et on avait réussi. Jusqu'à il y a quelques mois, l'Europe s'était déclarée plutôt positive pour intégrer les semences paysannes dans la liste des semences autorisées. Et là, on a eu un revers il y a 2 mois à peu près de la France qui nous fait repartir en arrière sur les semences paysannes. Mais le militantisme est obligatoire dans ce secteur. Le militantisme contre les OGM, le militantisme et les semences paysannes font partie de ce militantisme. Et je vous recommande d'aller regarder sur Marché Interdit. On avait fait une grosse campagne là-dessus. Et il faut qu'on relance, parce que vous voyez que c'est jamais acquis. Peut-être pour le temps qu'éventuellement émergent d'autres questions, deux réactions. La première, c'est que sur l'agro-industrie, ce qu'il faut souligner aussi, c'est la dépendance économique qu'on a évoquée, etc., mais aussi les dégradations durables des réserves d'eau. Ainsi, on a de grosses inquiétudes aujourd'hui sur l'Inde, par exemple, mais il y en a d'autres dans certaines régions de France. L'Espagne aussi est un pays très très exposé du fait de la surexploitation des nappes phréatiques et des aquifères par la production de fruits et légumes
dans la région. Et ça, une fois que l'eau salée s'est infiltrée dans les nappes phréatiques, ça fait des dégradations quasi définitives ou sur du très long terme. L'autre remarque qui rejoint votre question, c'est que tout ce débat, comment effectivement refuser à des Brésiliens de vouloir reproduire de l'huile de palme ou déforester, etc. Donc je ne vais pas répondre globalement, si ce n'est que c'est tout l'enjeu du fameux fonds vert. Ce fonds vert qui avait été décidé derrière la COP21 de Paris, qui devait nous mettre en situation de faire des appels de financement à horizon 2020 pour réunir annuellement une réserve financière de 100 milliards de dollars. Cette réserve financière de 100 milliards de dollars était destinée à, selon des règles de répartition qui bien sûr seront très complexes et très prises de tête, à mener des politiques internationales qui mettent véritablement en situation les pays émergents de faire d'autres choix de développement industriel que ceux que nous avons utilisés depuis la révolution culturelle, et de faire d'autres choix également sur certaines dégradations environnementales, soutenir par exemple tel ou tel pays d'Amazonie qui renoncerait à déforester pour planter du soja. On ne peut, dans une économie mondialisée, certes, la France peut avoir une voix, vous, moi, comme consommateurs, mais on est rentré aujourd'hui dans des logiques qui est qu'on produit du soja au Brésil parce qu'il y a un énorme marché de consommation du soja dans un certain nombre de grands pays. Donc ce fonds vert, sa constitution et sa répartition sont absolument clés pour peser dans les relations internationales et changer les pratiques. Parce que sinon... quelle alternative proposer aux Brésiliens ou aux Sénégalais que de leur dire qu'on les aide à faire des choix d'agriculture ou d'industrie qui leur donnent les moyens de décoller. Et sinon, c'est inaudible pour les gens de ces pays. Est-ce que vous avez une autre question ? Bonjour. Du coup, je suis étudiante à Sciences Po et je suis aussi bénévole dans l'organisation Le Temps Presse. Et moi, j'avais plutôt une question à Bertrand Swiderski. Voilà. Bertrand. Du coup, c'était par rapport au marché de carbone, vu que vous êtes un groupe français. Et vu que le marché du carbone est européen, vous y êtes soumis. Finalement, pourquoi ça n'a pas marché? Et est-ce que le groupe Carrefour lui-même ne peut pas... C'était plutôt par rapport à ce marché-là. Du carbone? Oui. Déjà, le marché des quotas de CO2, on n'y était pas soumis, nous, la grande distribution. Il faut quand même être il faut être ce qu'on appelle un électro-intensif. Donc nous, on n'était pas soumis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du sujet CO2. Le sujet CO2, c'est un changement de mode de fonctionnement. Nous, on a pris un engagement de réduire de 40% d'ici 2025 pour être dans la trajectoire qu'on appelle la trajectoire 2 degrés. Mais vous savez, ce qui est hyper complexe, mais pour tout, et là, je rejoins les semences paysannes, il faut être militant. Vous voyez, un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre dans nos magasins, ce sont les meubles froids. Vous, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre chez vous à la maison, c'est votre réfrigérateur. Parce que dans ce réfrigérateur, il y a ce qu'on appelle un fluide frigorigène. Et ce fluide, quand vous allez percer, même s'il y a 100 grammes, en fait, chaque gramme, c'est comme si c'était au moins 2 kilos de CO2 émis. Donc, en fait, ce fluide, ce qu'on appelle les fluides réfrigérants, il domine le monde du froid. Donc, il domine la sécurité alimentaire. Tout le froid est généré par des fluides frigorigènes. Et si vous arrivez à trouver une solution à ce problème-là, vous arriverez à trouver, en tout cas dans le monde de l'alimentation, une solution pour limiter les émissions de CO2 de l'alimentation. Nous, ce sur quoi on milite, c'est qu'on peut remplacer aujourd'hui, on connaît la technologie, pour remplacer ces fluides frigorigènes par du CO2. Donc je vous ai dit, 1 kg de fluide frigorigène égale 2000 kg de CO2, 1 kg de CO2 égale 1 kg de CO2.
Donc aujourd'hui, on a 450 installations qui fonctionnent que au CO2. On a au Brésil, en France, en Espagne, en Chine, etc. On sait que ça marche. Mais je peux vous assurer qu'imposer une nouvelle technologie comme ça, il faut être vraiment militant. Il faut être militant dans les mêmes sujets que ce dont on vient de parler. Il faut être militant contre tous ceux qui vivent de la production de ce fluide frigorigène. Il existe un marché mondial énorme. Et vous arrivez, même si on peut vous paraître important, Carrefour, là on le fait avec Tesco, en fait on essaie de peser sur les marchés pour faire de cette technologie un standard. Donc, et aujourd'hui, on arrive, vous voyez, allez, c'est 1/10 du marché. Et le transport, comment vous faites pour le transport? Le transport, c'est pas, enfin, par rapport au fluide frigorigène, si on rationalise, c'est pas beaucoup. Vous savez, le transport, on est tellement lié à la facture du carburant que, très honnêtement, la logistique, elle s'optimise rapidement, on trouve des optimisations. En plus, sur le grand import, on a du bateau, etc. Donc, c'est pas le transport le plus gros émetteur. Le plus gros émetteur, c'est la production de froid. Et la production de froid, la plus grande difficulté, c'est qu'il faut être militant pour développer des technologies qui n'ont jamais été développées auparavant. Et là aussi, la finance, elle est fondamentale. Parce que bien sûr, la technologie qui n'existe pas, elle est beaucoup plus chère. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Hein. Mais c'est un gros sujet. Le CO2, c'est le sujet. D'ailleurs, vous avez vu dans le film Soleil Vert, tous les grands enjeux, je le répète, ce que j'ai dit en introduction, sont là. À un moment, je reviens sur ce que vous avez dit sur l'eau. L'eau, c'est la clé de tout. Hein, l'eau, c'est la clé de tout. L'eau, c'est la clé. C'est ce qui génère des conflits. Et vous voyez que là, on parle beaucoup d'eau. Hein, on le voit en train de rêver avec l'eau au robinet, etc. Et quand on regarde ça, on se dit, wow, quelle chance on a. Et je suis certain qu'il y a énormément de pays dans lesquels l'eau, on se lève le matin en se disant, mais qu'est-ce que je vais boire? Hein, WASH, hein, c'est comme ça que vous avez intitulé l'une de vos méthodes d'action, WASH. Une autre question? Bonjour, j'en ai une aussi, je viens de Sciences Po aussi. Et ma question concernait donc tout ce qui est gaspillage alimentaire, notamment pour la chaîne de Carrefour. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour vous organiser au niveau des invendus. C'est une question qui s'est posée à un moment donné avec des chaînes alimentaires qui utilisaient de la javel. Je ne sais pas si Carrefour le faisait. En tout cas, ça a été interdit par la suite, il me semble. Et maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que l'on s'organise pour faire en sorte que les stocks soient mieux gérés peut-être en amont, de manière à ce qu'il n'y ait pas de stock immense invendus? Merci. Bon, alors, oui, ça fait environ 12-13 ans qu'avec les banques alimentaires françaises, les Restos du Cœur, on a des partenariats. Mais à chaque fois, vous savez, il faut revenir très local. Ça veut dire que quand vous travaillez dans un magasin, vous êtes à Chalon-sur-Saône, vous travaillez dans le magasin, vous êtes sollicité par les Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône qui vous disent « donnez-moi les invendus ». Et c'est comme ça qu'est né, il y a 10, 12 ans, 13 ans, des partenariats très locaux de dons alimentaires. Notre difficulté numéro 1, ça a été, je reviens sur la chaîne du froid. C'est-à-dire qu'il était interdit de donner la nourriture, et je pense que ça, il faut rester strict sur ce sujet-là. On ne donne pas de nourriture si le camion qui vient les chercher n'est pas frigorifique. Alors, il nous faut un camion frigorifique. Donc c'est là où la Fondation Carrefour investit dans des camions frigorifiques, c'est ses plus gros investissements, pour que les associations puissent être dotées de camions pour pouvoir venir chercher les invendus. Donc en fait, ça c'est déjà le sujet des invendus. Donc aujourd'hui, sachez que dans le Carrefour, dans le groupe Carrefour, c'est 140 millions de repas par an qui sont distribués sous forme, pour pouvoir valoriser ces invendus-là. En France, ça fait quand même 110 millions. Hein. Donc il y a 110 millions de repas qui sont distribués en France aux banques alimentaires. La loi, quand la loi est arrivée, ce qu'elle a un tout petit peu faussé, c'est qu'avant c'était volontaire de la part de nos magasins, des équipes, c'est devenu un peu obligatoire. Donc nous on s'est dit, bah, tiens, avec la loi, ce qui est super, c'est qu'on va avoir plein d'associations alimentaires qui vont venir nous chercher avec des camions frigorifiques. Non, pas du tout. En fait, la loi n'a pas changé ça. La loi, on est toujours obligé d'investir dans les camions frigorifiques et on est toujours obligé de créer une relation de grande proximité entre les bénévoles qui viennent collecter et nous, nos magasins qui veulent donner. Alors ça c'est quand c'est vraiment un invendu. En fait, à J-3 chez Carrefour, si vous voulez acheter des produits, à J-3, on sort les produits des rayons. Et puis là, on en fait une vente à prix cassé, à moins 30 ou à moins 50%. Donc on s'est doté depuis 2 ans d'une machine qui nous permet de réimprimer des étiquettes et qui fait des ventes à moins 50%. Tout ça pour réduire la casse, qu'on appelle la perte. Et puis tout ce qu'on n'a pas réussi à J-2 est donné. Mais vous avez raison, le sujet numéro 1, c'est comment je fais en amont pour prévenir. Donc on a des cadenciers de production, mais quelquefois on se trompe. Quelquefois, on se trompe sur le pain. Quelquefois, il faut que le client accepte. Par exemple, dans un hypermarché, il arrive à 20h, ben, il n'a plus qu'une sorte de pain.
Il n'a plus tout le choix de pain qu'il avait au début. Il y a plein d'astuces comme ça qu'il nous faut mettre en œuvre, mais c'est vrai qu'un week-end, les saucisses, vous les commandez le mercredi soir. Vous espérez que le week-end, il va faire très beau. Le samedi, que tout le monde va faire des barbecues. Vous êtes en plein été. Malheureusement, il ne fait pas beau. Donc, on n'a pas vendu nos saucisses. Et il nous en reste des milliers. Et ces milliers, bien sûr qu'on va les donner. On va les perdre. On va les donner. Mais à nous aussi de bien gérer en amont les commandes. À nous de bien dire à nos fournisseurs, attention, il y a moins de produits à vendre en ce moment, etc. Et ça, c'est une gestion qui est plutôt très complexe et sur lequel on travaille. C'est un peu le secret du métier. Vous savez, si vous imaginez, vous êtes propriétaire d'un magasin, le secret du métier, c'est que tout ce que vous avez acheté, vous essayez de tout vendre. C'est la base. Et donc ça, c'est le métier, la logistique, ce qu'on appelle la supply chain, qui doit gérer ça. J'ai répondu ou pas ? Oui, merci. Et j'ai juste rapidement une deuxième question. Dernièrement, il y a une loi qui est passée sur les étiquetages alimentaires. Et qui, donc c'est pas obligatoire, mais a priori les grandes chaînes comme Carrefour peuvent appliquer un étiquetage alimentaire qui permettrait aux consommateurs de pouvoir comparer entre deux aliments. Ah, le Nutri-Score, vous voulez dire ? Exactement, je ne connaissais plus le nom. Est-ce que Carrefour va adopter ce... Oui, on a toujours fait les expérimentations, etc. C'est vrai que nous, sur le Nutri-Score, on estimait que le consommateur avait avoir envie de connaître une notion un peu différente, une notion de dose. Vous voyez, par exemple, avec le Nutri-Score, le foie gras, ce sera rouge. Les bonbons, ce sera rouge. Enfin, il y a un paquet de trucs qui sont rouges. Et c'est pas du tout Yuka. Yuka vous dit il y a des éléments à l'intérieur, etc. Nutri-Score, c'est vraiment un classement, ce qu'on appelle le traffic lights, quoi. Et nous, on était plus sur un modèle au départ, on est en train de se dire bon, le foie gras, vous pouvez quand même manger un petit peu, mais peut-être qu'une fois par mois. Les bonbons, il faut peut-être pas en manger tous les jours non plus. Les chips, vous évitez d'en manger toutes les semaines. Et donc c'est pour ça qu'on a réalisé des tests sur plusieurs modèles. Aujourd'hui, Nutri-Score est passé et aujourd'hui, Nutri-Score fait partie de la référence. Donc, et vous le verrez apparaître sur les packs. Mais vous voyez, quand apparaît Nutri-Score, apparaît Yuka. Et Yuka donne plus d'informations que Nutri-Score. Donc, et je suis certain que si on attend encore 6 mois, 1 an, va apparaître un nouvel indicateur qui sera encore plus composite et qui donnera une nouvelle information au consommateur et qui sera dématérialisé. Merci. Pardon ? Buyer note, bien sûr. Chacun. Mais vous savez, je pense vraiment que chaque consommateur choisira son bon modèle. Moi, je ne suis pas un consommateur qui va choisir le profil nutritionnel du produit. Je vais acheter du foie gras. Je ne vais pas refuser d'acheter un petit beurre de lu parce qu'il est rouge. Donc en fait, c'est un peu comme si je vais m'habituer à transgresser. Ce qui est important, c'est de respecter la dose. Respecter la dose. Après, bon, d'une part, deux remarques. D'une part, il y a aussi en ce moment un peu pléthore de labels qui sortent et qu'il faut pouvoir se repérer aussi là aussi, parce que, et je ne parle pas du tout pour Carrefour nécessairement aujourd'hui, mais les commerçants s'adaptent. Ils ont bien compris que les gens étaient à la recherche de repères et du coup, on voit fleurir un tas de grilles d'analyse des produits et il faut pouvoir presque s'y repérer. Et bientôt, il va exister un lexique des différentes nomenclatures qu'il y aura sur les produits. Je voulais insister aussi sur... c'est une question qui m'intéresse socialement dans les différentes fonctions que je peux avoir. C'est est-ce que tout ce qu'on se dit là est partagé dans la société française, quel que soit le niveau social des personnes ou est-ce qu'on est en train de discuter entre bobos, intello, ce que je pressens pas pour vous, mais pour qui discute de ces questions de façon un peu pointue en France. Je n'ai pas le sentiment que dans les quartiers défavorisés de Grenoble... Et alors je fais régulièrement, et c'est là que je voulais en venir, comme une piqûre de rappel de conscience politique, mes courses chez des discounters, chez Lidl ou autre. C'est le médecin qui regarde le caddie. C'est assez éloquent quand même, ce que les gens mettent dans le caddie. Eux, c'est pas tellement les grilles de lecture, les machins, les trucs. C'est les boissons gazeuses, c'est les pizzas préparées à grands coups de graisse, etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une question, bien sûr, ça vaut chez nous, mais bon, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait
une dynamique qui s'instaure et qui finisse un jour par rattraper tout le monde. Et puis a fortiori, c'est pareil dans les pays en développement, parce que pour moi qui ai bien connu la Chine et qui suis allé très régulièrement en Inde ces dernières années, j'ai vu la société indienne évoluer sur les questions environnementales, par exemple. Et ils étaient très frileux, très sur un discours pays non aligné des années 60, vos trucs là de grande puissance, c'est pour nous tenir la tête sous l'eau parce que vous sentez qu'on va s'industrialiser et vous voulez éviter la concurrence de notre part, on vous voit venir. Et donc un jour je débarque à New Delhi, en première page d'un des grands quotidiens du journée, c'était dans je ne sais plus quel journal c'était un clin d'œil, encore un trou dans la théorie sur les gaz à effet de serre. Ça, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, les Indiens, sur la question environnementale, parce qu'ils se trouvent confrontés, y compris vis-à-vis de leur petite paysannerie, à ces questions. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que c'est pour le moment des débats d'une certaine élite sociale dans les pays riches. Soyons déjà capables d'embarquer tout le monde, mais pour embarquer tout le monde, il n'y a pas de miracle. Et c'est là que je voulais en venir dans cette grande digression sur les discounters, etc. C'est que les gens, même pauvres, ils sont rationnels. Et que les jeunes mamans, même monoparentales, pauvres dans des quartiers difficiles, si elles ont la possibilité, elles aimeraient choisir des viandes bio pour leurs enfants et des produits bio pour leurs enfants. Seulement, c'est ça, le facteur discriminant. Et c'est ça aussi l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'éducation, de partage de l'information, de partage de la sensibilité. Mais le jour où les poivrons en haute saison coûteront le même prix au kilo qu'un paquet de pâtes, eh bien tout le monde mangera 5 fruits et légumes par jour, quoi. Il n'y a pas de miracle. Vous, moi, on peut manger 5 fruits et légumes par jour. Toutes les familles, non. Et quand vous êtes encore une fois une famille en difficulté, entre 1 kilo de pâtes et 3 kilos de poivrons, il n'y a pas photo, vous avez acheté 1 kilo de pâtes. Donc comment s'étonner que ce soit chez ces enfants des catégories sociales les plus défavorisées qu'on va trouver l'obésité dès le repérage des services de PMI avant 4 ans, comment s'étonner que la médecine scolaire, chaque année en France, elle repère qu'il y a 11 fois plus d'enfants obèses chez les fils d'ouvriers du bâtiment que chez les fils de cadres sup, et comment s'étonner du coup que ce soit chez les fils d'ouvriers du bâtiment, chez les ouvriers du bâtiment, qu'on meurt d'un infarctus du myocarde à 55 ans, alors que les universitaires et les autres, on va mourir d'autres choses bien plus vieux en moyenne. Donc voilà, ce déterminisme social, il se creuse très tôt, et il se creuse par une discrimination financière. Et je voulais insister sur le fait qu'il nous faut aussi lever ces barrières-là. Entre pâtes et poivrons, c'est sûr que c'est complexe, mais souvent les choix qui sont amenés à être faits par nos consommateurs dans les classes les plus défavorisées, c'est plutôt entre plats préparés ou légumes à préparer. Et on a un projet là sur la ville de Lyon, un projet collectif, qui serait de se dire, est-ce qu'on peut transformer le panier du consommateur ? Parce que les choix aujourd'hui, c'est plutôt est-ce que j'achète une bouteille de soda et des pâtes ou des pâtes et des poivrons. Et donc, nous, on va essayer de mettre tout le monde vers des pâtes et des poivrons. Et pour ça, il faut remettre tout le monde en cuisine. En fait, il faut être un peu militant pour être un distributeur aujourd'hui. Il faut se dire, dans 4-5 ans, est-ce que je veux vraiment que tout le monde mange des plats cuisinés surgelés ? Est-ce que c'est ça ? Nous, ce n'est pas la direction que l'on prend. Intérêt économique, enfin le tien je le connais, mais au niveau l'intérêt économique de Carrefour, ouais. C'est le client, le passage client. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des clients qui viennent chez nous parce qu'ils comprennent le message qu'on veut leur donner. Ils viennent de toute façon chez vous. Mais plus de clients qui viennent chez nous et qui préfèrent venir chez nous. S'ils mangent mieux, ils viendront plus nombreux. Mais si un client a compris que si nous on arrive à lui faire une offre de fruits et légumes de qualité, etc., à des prix compétitifs, par les masses qu'on arrive à gérer, par les contrats qu'on arrive à gérer avec nos fournisseurs, etc. Et si on arrive à ce que le consommateur cuisine, prenne plaisir à cuisiner, prenne plaisir à faire des choix qui sont des choix. Alors je dis pas de bannir le soda, je suis pas en train de dire bannir le soda. Il n'y a pas une question de boycotter un produit, mais à faire des bons choix et à les retrouver chez nous, chez Carrefour, et que nous on lui facilite tout ça. C'est vrai que les grands magasins, un magasin de vous. On le trouverait chez l'épicier du coin, quoi, finalement. Oui, mais même chez l'épicier, c'est pas facile quand même de savoir ce que vous allez faire à manger pour 4-5 jours. De vous dire, je vais faire mes courses pour 4-5 jours, j'ai un budget de 40 €, et qu'est-ce que je vais acheter ? C'est pas facile de faire les menus. À nous aussi d'inventer de nouveaux modèles, des nouveaux systèmes qui vont faire que il va y avoir à cuisiner.
et il va y avoir du travail à faire à la maison, mais je peux rester dans mon budget. Vous voyez qu'il y a une transformation nécessaire. Aujourd'hui, c'est pas inné. Aujourd'hui, je suis certain que même toi, quand tu fais tes courses, quelquefois, tu es un peu désemparé sur ce que tu vas cuisiner. Alors que tu as un large choix. Alors imagine-toi avec moins de choix en termes de ressources financières, c'est complexe. Et ça, cette complexité-là, elle est le cœur du sujet. Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, parce que je les ai en plus en face de moi. Cette génération-là, enfin la génération effectivement étudiante, comment vous faites, vous, vos courses, les filles, là, par exemple? Enfin, vous vivez à Paris, j'imagine. Je ne sais pas si vous vivez seul ou dans vos familles, mais est-ce que vous avez le sentiment que cette jeunesse-là, enfin votre génération, infléchit Après, comme vous dites, on est étudiante, donc forcément, il y a quand même un environnement qui fait qu'on est conscientisé, on sait à peu près ce qu'il est bon de manger et ce qui est moins bon de manger. Il y a un porte-monnaie à gérer quand même. Bien entendu, oui. Mais donc effectivement, on a tendance à vouloir se tourner vers une consommation qui est responsable, étant donné notre engagement, ou étant donné, peu importe, qui coûte de l'argent. Et donc il faut faire souvent des choix. C'est ça, c'est qu'a priori, il y a un budget à gérer et le choix va se faire à ce niveau-là. Après, dans ce domaine, il y a... et sans rouler pour qui que ce soit au niveau politique, mais dans le nouveau plan pauvreté qui vient d'être promulgué par le gouvernement et qui a été tricoté par un Grenoblois, d'ailleurs, par Olivier Noblecourt, il y a beaucoup de choses qui concernent la petite enfance et beaucoup de choses qui concernent l'alimentation de la petite enfance, c'est-à-dire des aides pour faire en sorte que dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, au moins, quelle que soit la catégorie sociale, y ait la sécurisation d'un repas qui soit dans les canons de ce qu'on pourrait faire de bien dans une famille relativement à l'aise. Donc, et il y a toute une partie aussi autour justement de la PMI, de la santé scolaire qui vise à agir comme ça, comme une sorte de filet de sécurité. Alors, c'est pas, ça ne sera pas la révolution, mais même les détracteurs du gouvernement considèrent que là, il y a des choses qui sont assez bien vues sur ce plan pauvreté autour des questions alimentation, petite enfance. Et du coup, ça me fait penser à une autre expérience qu'on avait filmée au Bénin, qui est un pays qui est quand même soumis effectivement à ces questions d'insécurité alimentaire, mais qui n'est pas dans la famine. Et le Programme alimentaire mondial avait mis en place tout un programme qui était lié à l'éducation, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu mangeras bien parce que le Programme alimentaire mondial avait mis en place des repas pour ça. Ce qui fait que du coup, on allait à l'école pour se nourrir dans tous les sens du terme. Et du coup, ça avait amené les mères de famille avaient été impliquées, enfin pas seulement les pères aussi qui cultivaient, les mères qui faisaient les repas. Et enfin, je me souviens de cette expérience qui avait été hyper efficace. Peut-être parce que je ne vais pas rester très très longtemps encore, mais je peux me saisir du commentaire de Christine pour évoquer la question de l'Afrique, qui est le gros sujet de préoccupation pour en revenir aux questions internationales d'organisation de solidarité internationale ou d'organisation humanitaire. L'équation est la suivante, quand même, que vous puissiez réentendre ou entendre cette information si vous ne l'avez pas, c'est que le continent africain aujourd'hui, enfin en 2010, c'était environ 10% de la population mondiale, 15%. En 2025, ça sera un quart de la population mondiale sera africaine, et en 2100, 40% de la population mondiale sera africaine. Donc vous vous rendez compte, la bombe démographique, et c'est sur ce même continent que se posent de façon la plus aiguë les questions du réchauffement climatique et de la progression de la désertification. Qui dit progression de la désertification dit effondrement de la productivité agricole si on ne change pas les modes de culture qu'on utilise aujourd'hui. Et ce qui va de pair avec Doudou, ma toute première remarque sur le film, ce qui va de pair avec cette démographie qui va subir une augmentation exponentielle, c'est l'urbanisation. Or, on sait qu'une société qui s'urbanise est une société qui change ses comportements alimentaires, et c'est aussi une société qui
qui perd des effectifs dans la petite paysannerie productrice de l'alimentation. Et je voudrais aussi, un de mes derniers commentaires, ça sera sur celui-là, parce que quelle est l'équation mondiale dans le rapport entre agro-industrie et agriculture familiale et paysanne? L'agro-industrie, aujourd'hui, occupe 70% des terres cultivables de la planète, consomme 70%, donc en gros les 2/3 des surfaces arables sont utilisées par l'agro-industrie extensive, 70% des réserves d'eau douce sont utilisées par l'agro-industrie, et cette agro-industrie produit 1/3 seulement de l'alimentation mondiale. D'accord ? Depuis 40 ans, elle a multiplié par 8 le volume des intrants. Entre les pesticides, les engrais, etc., a été multiplié par 8 en 40 ans. Pendant 40 ans, la productivité agricole a été multipliée par moins de 2. Donc, et j'en terminerai là dans ce que je voulais dire, on a donc un continent africain qui va, à horizon 2100, peser 40% de la population mondiale, qui va s'urbaniser à outrance et qui va perdre, chemin faisant, le gros de ces bataillons de petits producteurs, de petits agriculteurs. Donc vous voyez, l'équation alimentaire du continent africain, elle est vraiment à regarder de très très près. Ok, merci. Merci Pierre. Tu vas prendre son train. Merci Bertrand Stansky. Merci à vous, c'était chaleureux.